Le plus gros casse-tête et le coût constant porté au portefeuille des propriétaires de 90 sont causés par les groupes motopropulseurs. Cela s'applique davantage à la version essence. Donc, si vous envisagez d'acheter un E90 d'occasion, faites tout d'abord attention à l'état du moteur à combustion interne. Les unités à essence sont extrêmement complexes. Ils se caractérisent par la température de fonctionnement la plus élevée, ce qui entraîne une dégradation rapide des joints de tige de soupape, qui deviennent bronzés et commencent à laisser échapper de l'huile. L'installation de nouveaux problèmes ne résoudra pas le problème. Après 50 000 à 60 000, le problème se répétera. Le nettoyage régulier du radiateur de la saleté accumulée est une procédure vitale. Et l'huile devra être changée après 7 à 8 000. C'est le seul moyen de se protéger contre de graves problèmes soudains avec le moteur. Absolument tous les moteurs de la série N circulent abondamment à travers, couvercle de soupape. Joint pour puits de bougie, solénoïde, boulon du tendeur de chaîne, joint du capteur et du moteur valvétronique. Les unités à essence diffèrent également par la vanne VKG problématique, qui peut être installée sous le collecteur d'admission, mais sur certains modèles, elle est située directement dans le couvercle. Les moteurs à combustion interne à 4 cylindres sont simplement une version plus petite des moteurs à 6 cylindres. Il existe deux variantes du moteur, 1,6 et 2,0 litres. Le moteur à combustion interne N45 est installé sur l'E90 depuis 2004, mais les voitures équipées de ce moteur ne sont pas disponibles sur tous les marchés, et la variation forcée de 2,0 litres pour la 320 est tout à fait rare. Ces moteurs sont considérés comme les plus simples. L'une des vulnérabilités évidentes est la chaîne de distribution, dont la résistance est au niveau d'une chaîne de vélo, alors préparez-vous au fait qu'elle devra être changée après environ 100 000 km. Et oui, cela ne change qu'avec les guides. Les raccords Vanos, ainsi que leur vanne et joint aux extrémités avant, nécessitent une lubrification de haute qualité. Par conséquent, si vous économisez sur le pétrole, des problèmes peuvent également survenir avec eux. Simultanément au groupe motopropulseur N45, le 90 était équipé d'un moteur N46 d'une cylindrée de 2,0 litres. Et donc il a été pompé au maximum. Ce moteur à combustion interne recevait des arbres à injection distribués, valvétronique et d'équilibrage. En gros, il s'agit d'un N52 plus petit qui a reçu des équilibreurs. Ce moteur présente tous les problèmes du N45, mais à eux s'ajoute toute une série de dysfonctionnements liés au valvétronique. Dans un moteur miniature, les balais de charbon deviennent rapidement inutilisables, le tourillon d'arbre à cam s'use souvent, les ressorts de rappel de l'arbre intermédiaire sont détruits et le capteur de position de cet arbre peut périodiquement tomber en panne. Le 4 cylindres en ligne N43 n'est entré sur le marché qu'en 2007. Il s'agit essentiellement d'un N53 plus compact. Il manque de valvétronique, mais dispose d'une injection directe. Avez-vous des difficultés à démarrer ce moteur à froid? Le moteur à combustion interne est-il instable et des erreurs de mélange apparaissent régulièrement? Ce sont tous des symptômes d'injecteur à injection directe défaillant. On en arrive au point que du jour au lendemain, l'injecteur peut déverser du carburant sur le piston, provoquant un coup de bélier au démarrage. Les injecteurs de ces moteurs sont chers, environ 240 $ chacun. Si vous avez de la chance, vous n'aurez qu'à remplacer un ou deux injecteurs défectueux. Les 6 cylindres en ligne ont 4 types de moteurs. ICE N52 avec 2,5 litres de volume et a un grand appétit pour l'huile, mangeant, à travers les segments de piston. Selon une rumeur, depuis 2010 environ, il serait devenu moins vorace. Le N52 d'une cylindrée de 3,0 ne diffère pas par un tel appétit et est considéré comme un moteur très performant. Tous les 6 restants ont une cylindrée de 3,0 litres. Nous avons déjà parlé du N53, qui recevait l'injection directe. De plus, les 6 atmosphériques disposaient également d'un système d'ISA, chargé de modifier la longueur du collecteur. Il a été abandonné car il obstruait souvent les cylindres du moteur avec des morceaux de plastique qui se détachaient de l'amortisseur et qui se détérioraient avec le temps. La BMW 335 était équipée de groupes motopropulseurs turbocompressés. Entre 2006 et 2013, une version du moteur biturbo N54B30 était disponible. À la base, ce moteur est devenu un terrain d'expérimentation pour les ingénieurs allemands. En particulier, des expériences d'injection directe ont été menées pendant longtemps, dont ont souffert les automobilistes, dépensant beaucoup d'argent pour l'achat d'injecteurs et de pompes d'injection. Les turbocompresseurs étaient également changés de temps en temps. Et en général, après une série d'expériences infructueuses, le moteur a été mené à bien, il a reçu un bloc en alliage léger avec des chemises en fonte et est considéré comme l'un des plus réussis. Déjà en 2010, ils avaient commencé à installer un nouveau moteur sur le 335i N55.
Une caractéristique distinctive est la turbine à double volute. Tout dans le bloc cylindre est le même qu'avant, chemise en fonte de haute qualité, mais l'injection directe a été modifiée et améliorée. Les deux moteurs turbo ont des problèmes similaires et souffrent le plus souvent d'une panne soudaine de la pompe de refroidissement, d'une défaillance des solénoïdes d'embrayage et d'une fuite d'huile à travers le couvercle de soupape. D'ailleurs, les tout premiers modèles N55 ont fait l'objet d'une campagne de rappel. La vanne responsable de la pompe à huile était en cause. De nombreux passionnés de voitures et fans de BMW sont convaincus que cette soupape est responsable du fait que sur de nombreux moteurs N55, les chemises ont tourné et le vilebrequin s'est cassé. Le 90 était équipé de 4 types de groupes motopropulseurs diesel, M47 et M57, ainsi que des tout nouveaux N47 et N57. Ils ont une chose en commun, un système d'alimentation en carburant Bosch de haute qualité et très durable. Mais avec les moteurs de la série N, il arrive souvent qu'une pompe d'injection de carburant usée commence à projeter des copeaux. De plus, le moteur N47 de 160 chevaux, ainsi que le moteur à combustion interne N57, plus puissant que 230 chevaux, ne dispose pas des meilleurs piézo-injecteurs, qui ne sont pas si faciles à réparer. Toutes les unités diesel souffrent également de dysfonctionnement des volets tourbillonnants. Au fil du temps, les pétales en plastique deviennent cassants et leurs particules commencent à pénétrer dans les cylindres. Il arrive également souvent que les canaux d'admission soient obstrués. Sur le moteur N47, il y a eu des cas où l'axe métallique a éclaté et des fragments de goupilles se sont obstrués dans l'espace entre le piston et la culasse. Sur les moteurs diesel installés sur le E90, l'entraînement par chaîne de distribution est situé à l'arrière. Séparément, il convient de mentionner le moteur 4 cylindres infructueux doté des chaînes les plus notoires. Il y a même eu un anti-record enregistré lorsque la nouvelle chaîne s'est cassée après 50 000 km. Les nouvelles chaînes installées sur la N47 peuvent facilement supporter environ 150 000. Mais sur le N57-6, et sur les moteurs M57 ultérieurs, les chaînes peuvent supporter 250 000. BMW a installé des transmissions automatiques sur la E90 de deux sociétés, ZF et GM. Ainsi, la boîte 6L45 peut être vue associée à des groupes motopropulseurs essence du N43 au N52. Mais ces mêmes moteurs, et en plus un turbodiesel 2.0, étaient associés à des transmissions ZF 6HP19 et 6HP21. Mais les puissants moteurs N53 et N55 ne fonctionnaient qu'avec la transmission automatique 6HP21. Et les boîtes 6NR26 et 6NR28 ont été installées sur des moteurs diesel à combustion interne d'un volume de 3,0 et plus puissant que 218 chevaux. En général, les transmissions automatiques de la E90 se distinguent par leur fiabilité et sont capables de conduire environ 300 000 personnes sans trop de maux de tête. Le seul problème est que les cartons ZF commencent parfois à fuir sur la palette. Et oui, n'oubliez pas que le carter d'une transmission automatique 6CV sur une BMW doit être changé lors du remplacement du liquide de transmission, puisque le filtre est installé directement dedans. Les ingénieurs de l'entreprise sont particulièrement fiers de l'équipement électrique de haute qualité de l'habitacle. iDrive est au-delà des éloges ici. La seule chose qui se fait sentir est le léger grincement du moteur de ventilation, mais il suffit de le lubrifier et le bruit désagréable disparaîtra. Les phares de la E90 s'embuent souvent après la pluie ou le lavage. Et ici, il est inutile de chercher un endroit par lequel l'humidité s'infiltre. De plus, sur les E90 pré-restylés au xénon, les lampes des phares pourraient fondre, et uniquement à l'endroit par lequel passe le faisceau lumineux. Il existe une opinion selon laquelle cela se produit en raison de la contamination de l'abat-jour. Sur la grande majorité des E90, les gicleurs de lave-phares fuient. Heureusement, les passionnés de voitures ont trouvé un moyen de résoudre ce problème. Ils doivent ajouter un T avec un clapet anti-retour qui ne permet pas à l'eau de s'écouler par gravité à travers les buts. Mais sur les modèles équipés de rétroviseurs rabattables électriquement, vous pouvez constater un autre problème typique de BMW, les boîtiers de phare se replient dans la direction opposée. Heureusement, ce problème est résolu en lubrifiant la charnière et la butée. Les fils acheminés à travers le couvercle du coffre à l'aide d'un manchon en caoutchouc se fissurent souvent et peuvent même se briser, provoquant la déconnexion des consommateurs du coffre. Les breaks BMW E91 ont le même problème que leurs frères E61, l'eau tue le bouton de lève-vitre arrière, l'antenne de verrouillage centralisée et le mécanisme d'essuie-glace devient acide. Les voitures équipées d'un toit panoramique devront nettoyer régulièrement les tuyaux d'évacuation. Même dans le manchon entre la carrosserie et le couvercle du coffre, les fils s'effilochent souvent, c'est pourquoi l'électronique est complètement désactivée. Il n'est pas rare non plus que la serrure du coffre cesse de fonctionner en raison de fils cassés. En général,
La suspension avant de ce modèle ne nécessite pas d'attention particulière. La suspension avant rappelle quelque peu le design utilisé par les ingénieurs allemands sur la E60. Jambe de force McPherson classique avec bras de commande inférieur divisé. La fusée d'essieu repose sur une paire de rotules qui ont une durée de vie accrue. Il n'est pas rare de voir des leviers d'usine sur des E90 qui ont parcouru plus de 200 000 km. Le plus souvent, le bloc silencieux du levier arrière est le premier à ne plus résister à la charge. Mais les jambes de force stabilisatrices devront être changées assez souvent, environ tous les 50 à 60 000. N'oubliez pas la particularité des ressorts avant, leur diamètre de la spire inférieure est sensiblement plus petit que celui des ressorts supérieurs. Ce qui devient perceptible lorsque le virage inférieur se brise. Cela fait descendre la carrosserie le plus possible et, de l'extérieur, il peut sembler qu'il n'y a tout simplement pas de ressort. La défaillance des ressorts sur le E90 est une situation assez courante, notamment dans le cas de ressorts rouillés. Une unité bien faite avec une ressource décente, mais cela dépend beaucoup du fonctionnement. Par exemple, si vous conduisez la E90 exclusivement en ville, la crémaillère travaille constamment sous charge. Dans la majorité absolue des modèles E90, la crémaillère est équipée d'un boosté électrique, qui présente un problème inhérent à tous les mécanismes de ce type: l'humidité s'infiltre par l'arbre de direction dans le boîtier avec le capteur. Cela provoque l'arrêt du capteur et désactive la crémaillère de direction. Dans de rares cas, il peut être réanimé, mais tous les ateliers n'entreprendront pas de telles réparations. Les versions les plus puissantes de l'E90 étaient équipées d'un mécanisme de direction à crémaillère hydraulique. Le problème réside dans la pompe de direction assistée qui, lorsqu'elle est cassée, commence à obstruer tout le système avec des copeaux. Ces copeaux tueront rapidement à la fois la crémaillère et même une toute nouvelle pompe si vous oubliez de laver le système hydraulique. Dans de rares situations, sur la E90 il est nécessaire de changer le cardan de direction car un jeu excessif y apparaît. Le cardan, ainsi que l'accouplement élastique du E90, se font rarement sentir, notamment sur les modèles équipés d'un moteur 4 cylindres. À moins que la graisse dans les joints ne soit complètement sèche, le cardan commence à claquer sensiblement. Le problème peut être résolu avec une bonne lubrification. Si les amortisseurs arrière ont été changés sur le E90, alors il vaut la peine de changer leur support, qui est constitué d'un écrou massif et d'une plaque d'acier qui s'emboîte sur la tige de l'amortisseur. La plaque de support peut se fissurer à cause de la rouille, ce qui endommagera le coussin et vous fera entendre des impacts perceptibles pendant la conduite. Si vous avez de la chance, l'amortisseur survivra peut-être, mais l'oreiller avec la tasse devra certainement être remplacé. La butée, tout comme l'épaisse bague d'appui en caoutchouc, est résistante à l'usure et vous rappelle à peine son existence. La plus grande charge tombe sur le bloc silencieux, le joint flottant des triangles inférieurs. À la moindre usure, elle se fait immédiatement sentir et la voiture émet un fort craquement. Les bagues et tiges du stabilisateur arrière sont un consommable courant, elles devront donc être changées avec une régularité enviable. Souvent, les joints d'essieu E90 commencent à fuir. De nombreux passionnés de voitures inexpérimentés ont détruit leur boîte de vitesse simplement parce que de l'huile s'en échappait complètement. Il ne faut donc pas ignorer la buée de la boîte de vitesse. La E90 à transmission intégrale est équipée d'une boîte de vitesse spéciale ATC 300, qui a également été installée sur la E60. Vous verrez donc ici des problèmes similaires: usure du roulement à aiguille, des pieds presseurs et du piston d'embrayage, panne de la pompe à huile, et à terme, la mort de tout le composant mécanique de la boîte. Ainsi, si en roulant à basse vitesse, environ 40 km/h, vous commencez à ressentir des coups de pied et un fort bourdonnement, il est temps de vous rendre à la station-service la plus proche et de faire réparer votre voiture. Si des erreurs surviennent au niveau de la transmission intégrale et des freins, le servomoteur d'embrayage devra être remplacé ou restauré. Habituellement, le moteur électrique tombe en panne, mais il existe également des cas d'usure des composants de la boîte de vitesse. Les anomètres ABS sont situés sur les arbres d'essieu arrière. Dans les voitures avec un kilométrage impressionnant, en raison de l'exposition aux produits chimiques routiers, elles commencent à rouiller et à grossir en raison de la corrosion. On arrive au point qu'un anneau gonflé peut effacer le capteur ABS. La voiture réagira instantanément et affichera une erreur du système ABS, et pourra également cesser de répondre à la pédale d'accélérateur. Les disques d'entraînement d'origine sont vendus uniquement avec des arbres de roue. Une autre décision controversée des ingénieurs allemands a été l'installation d'un câble d'alimentation à l'extérieur. De la niche de la batterie, le câble sort par un trou spécial vers l'extérieur, où il est connecté aux deux connexions internes. Grâce à cette solution, les bornes s'oxydent rapidement, ce qui entraîne une coupure complète de l'alimentation électrique. La voiture cale hermétiquement et ne réagit en aucune façon aux tentatives de démarrage.
Le problème est résoluble. Les bornes doivent être nettoyées ou remplacées et recouvertes d'un composé anti-corrosion spécial. De plus, cela ne ferait pas de mal de refaire complètement le terminal de câble avant à l'entrée de la boîte à fusibles. Avec le temps, le contact entre la borne et la plaque à fusible s'affaiblit inévitablement, ce qui risque également de couper l'alimentation électrique. Pour cette raison, la boîte à fusible peut fondre et le câble lui-même peut griller.